Bien, on va corriger le bac 2024 qui s'est passé en métropole en septembre, jour 2, qui traite d'un titrage pH métrique sur le traitement contre le varroa. C'est un acarien qui s'attaque aux colonies d'abeilles, qui entraîne un affaiblissement important des jeunes abeilles, voire la disparition complète de la colonie si l'invasion de varroa est très importante. Donc une donnée est chiffrée, les données sont sous le texte. Donc on nous explique que si la dose est trop forte, ça devient néfaste pour les abeilles, et si elle est trop faible, elle devient inefficace, et le traitement, c'est un traitement à l'acide oxalique. Donc c'est là que commencent les données du texte. Donc formule brute de l'acide oxalique. Donc la masse molaire, 126 grammes par mol. On nous dit que c'est du dihydraté, donc je vais noter la masse de l'acide oxalique, la masse moléculaire de l'acide oxalique, MAO. Qu'est-ce qu'on nous donne comme autre information? Que c'est un diacide puisqu'il y a 2 pKa. Donc on a un pKa 1 qui vaut 1,3 et un pKa 2 qui vaut 4,3. Alors c'est du C2H2O4 pour la forme acide, et la forme basique, on enlève H+, ça fait C2HO4-. Ici, on va avoir une espèce amphotère, puisque c'est la base du couple 1, ça va devenir l'acide du couple 2, C2HO4-, C2O4, 2-. Alors moi, dans un souci de rapidité, on a le droit de le faire dans un sujet, si on l'explique clairement. On notera AH2, C2H2O4 dans la suite de notre rédaction. AH-, C2H-O4- et A2-, C2O4, 2-. Comme ça, on gagnera en rapidité d'écriture et ça n'enlèvera rien aux explications qu'on pourra donner par la suite. Ensuite, on nous donne un tableau qui nous récapitule les effets de ce traitement, qui va de médiocre à excellent, et la contrepartie, c'est la tolérance des abeilles, qui va de bien toléré à très mal toléré. Donc on voit tout de suite qu'en regardant le tableau, c'est la deuxième colonne qui va nous intéresser, puisqu'il faut que l'efficacité soit bonne, tout en étant bien supportée par les abeilles. Donc notre objectif, c'est 35 grammes par litre de solution sucrée. Voilà ce qu'on peut en déduire de ce tableau. Alors maintenant, on va pouvoir lire les questions. À partir d'une solution S commerciale sucrée d'acide oxalique, on prépare une solution S1 en la diluant 10 fois. Donc là, on a S, on va fabriquer la solution S1 qui va être diluée 10 fois. Question 1. Proposez une formule développée de la molécule d'acide oxalique, sachant qu'elle comporte 2 fonctions acide carboxylique. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas une nouveauté, puisqu'on a 2 pKa, donc c'est un diacide. Donc nécessairement, la molécule va porter 2 fonctions acides. Et les fonctions acides, elles sont portées par les acides carboxyliques, la fonction acide carboxylique ici. Donc là, la formule brute nous dit qu'il y a 2 atomes de carbone, donc je les relie l'un à l'autre. Et je vois que je n'ai pas d'autres atomes de carbone, donc ce sont ces 2 atomes-là qui vont porter directement la fonction acide carboxylique. Alors là, on est en formule développée. Il n'y a pas besoin de mettre les doublés non liants. En formule de Lewis, il faudrait les rajouter. Donc voilà, donc là on a répondu à la première question. Deuxième question, rédiger un protocole expérimental permettant de préparer un volume de 100 ml de solution S1 à partir de S. Justifier la verrerie. Alors là c'est une question hyper classique. Protocole d'une dilution, alors ça vous l'aurez aussi aux ECE probablement. Donc c'est quelque chose qu'il faut maîtriser absolument. Alors là il faut fonctionner par étapes, puisqu'on va
on va vous demander de choisir la verrie, donc il faut savoir quelle verrie choisir, donc quel volume prélevé nous devons calculer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le volume fille qui vaut 100 ml. On a la concentration fille qui est égale à la concentration mère divisée par 10. Or, nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la quantité de matière qui va se retrouver dans la solution fille est égale à la quantité de matière prélevée dans la solution mère. À partir de là, on écrit la relation entre N, la concentration, et le volume. N égale C fois V. Donc ça fait C fille fois V fille égale concentration mère fois volume prélevé de solution mère. De là, on en déduit que le volume prélevé, c'est égal à C fille fois V fille divisé par C mère. Or, C fille, c'est C mère divisé par 10. Donc on remplace C fille par C mère divisé par 10, multiplié par V fille sur C mère. Et on trouve que le volume à prélever, c'est le volume fille, donc le volume final, divisé par 10, c'est-à-dire 10 ml. Donc voilà, avant de commencer à rédiger le protocole, il faut savoir quel volume prélever. Vous allez devoir donc manipuler et donc la verrie qui sera adaptée à ce volume. Donc là, on voit tout de suite qu'on va utiliser une pipette jaugée de 10 ml. Donc la première des choses à faire, c'est verser de la solution mère. Donc ici, la règle, c'est comme en TP. J'ai besoin de 10, donc je verse 10 plus de la marge, sachant que la première graduation approximative d'un bécher, c'est 20 ml en règle générale. On va donc verser environ 20 ml de solution mère dans le bécher. Verser de la solution mère, environ 20 ml dans un bécher. Une fois qu'on a fait ça, donc, on va prélever 10 ml. 10 ml alors, de solution mère avec une pipette jaugée. De 10 ml, bien sûr muni de sa propre pipette. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces 10 ml? On va les verser ces 10 ml dans une fiole jaugée. Alors, de quelle capacité? Ben là, c'est évident, puisqu'on va fabriquer une solution fille de 100 ml. Là, la capacité est fixée par la solution fille, donc le volume de solution fille, 200 ml. Alors, une fois qu'on a versé donc, cette solution mère, il faut donc la diluer. Donc, on va ajouter de l'eau distillée. À peu près entre le tiers et la moitié de la fiole. Donc je vais mettre au tiers, jusqu'au tiers. Bon, il n'y a pas de règle très précise, hein. L'idée, c'est d'avoir suffisamment d'air dans la fiole pour pouvoir agiter correctement en formant des cercles avec sa main. Ajouter de l'eau distillée jusqu'au tiers de la fiole jaugée. Ensuite, agiter en faisant des cercles de manière à bien homogénéiser la solution. Une fois que ça c'est fait, donc on rajoute de l'eau distillée. Jusqu'au trait de jauge. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne la fiole jaugée environ 7 fois pour homogénéiser la solution.
Donc là, je vais mettre homogénéiser la solution. Alors là, on attend effectivement des mots-clés dans votre protocole. Donc ici, c'est la verrie. Donc la première des verries que vous allez utiliser, ça s'appelle un bécher. La deuxième verrie que vous allez utiliser, ça s'appelle une pipette jaugée. Ensuite, vous allez verser ça dans une fiole jaugée. Et une fois que vous avez fait ça, après le reste, c'est du protocole classique. Voilà. Donc troisième question, je vais être obligé d'effacer un peu. On nous donne un graphique donc d'un titrage pH métrique. Alors on dose par titrage suivi pH métrique 20 ml de solution de S1. Donc ça c'est important, on va le noter. La prise d'essai c'est 20 ml. Alors est-ce qu'il y a un 20,0? Oui. 20,0 ml donc de prise d'essai de notre solution S1. On la titre par de l'hydroxyde de sodium. Donc ici, on va mettre que c'est la solution S1 et à côté, on va mettre que c'est de l'hydroxyde de sodium. Il faut bien distinguer le titrant et le titré. Lorsque vous rédigez, vous mettez d'un côté les données qu'on vous fournit sur le réactif titrant et de l'autre côté sur le réactif titré. Pour que ce soit bien clair dans votre rédaction. La concentration de la soude, c'est C égale 1,0 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc C égale 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Voilà. La figure 1 représente l'évolution du pH, donc courbe de titrage classique. Question 3. Schématiser et légender le montage du dosage par titrage avec suivi pH métrique de la solution S1 par hydroxyde de sodium. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement classique. En règle générale, on vous donne un schéma qu'il faut légender. Là, on ne vous le donne pas, enfin du moins sur le sujet que j'ai, moi on ne vous le donne pas. Donc c'est à vous de le dessiner. Donc on va commencer par la burette graduée. Cette burette graduée contient la solution titrante. Alors comme ici on connaît son nom, on va l'écrire, c'est l'hydroxyde de sodium. Vous pouvez mettre aussi éventuellement sa formule. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dessiner? On va dessiner donc du mieux qu'on peut un Erlenmeyer. Qui va accueillir la solution titrée. Et là, comme tout à l'heure, on connaît son nom, donc c'est la solution S1 d'acide oxalique. Voilà. Donc cet Erlenmeyer repose sur un agitateur magnétique. Et si on veut homogénéiser la solution, ici nous avons un barreau aimanté. Ou turbulent. Pour tenir la burette, nous avons une potence. Et comme c'est un titrage pH métrique, il nous faut dessiner la sonde et le pH mètre. Donc le pH mètre. Et ici, la sonde pH métrique. Voilà. Donc, on a légendé le schéma, on a mis l'essentiel. Le pH mètre, sa sonde. N'oublie pas le turbulent, l'agitateur magnétique. Souvent, vous faites la bêtise de mélanger un petit peu les deux, donc faites bien attention. L'agitateur magnétique, c'est l'appareil. La solution titrée, l'Erlenmeyer, la solution titrante et la burette gradée. On a tout.
question 4, à l'aide d'un diagramme de prédominance, déterminer en justifiant la forme acide-base associée à l'acide oxalique qui est présente en plus grande quantité dans S1 avant l'ajout de solution d'hydroxyde de sodium. Alors là, on va avoir besoin d'une donnée importante, c'est le pH initial. Qu'est-ce qu'on voit sur le graphique? On voit que le pH initial vaut à peu près 1,5. Oui, parce que chaque unité vaut 0,5 unité pH, donc on est à 1,5. Donc le pH initial, que je vais appeler pHI, est égal à 1,5. Donc là, on va tracer le diagramme de prédominance. Voilà, sur une échelle de pH qui varie de 14 à 0. On a un premier pKa qui vaut 1,3, un deuxième pKa qui vaut 4,3. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout à l'échelle, hein, c'est pour nous laisser de la place pour pouvoir positionner les différentes formes acides et basiques des couples. Alors là, on voit bien que là, c'est à partir de maintenant que notre écriture simplifiée va nous aider à gagner du temps et de la place. Donc là, c'est la forme acide du premier couple qui est prédominante pour des pH inférieurs à 1,3. Là, ça sera la forme AH- et ici la forme A2-. Alors là, il y a une petite ambiguïté selon moi dans le texte. Attention, parce qu'on a vu ensemble en classe que c'était pas blanc-noir, il y avait une zone grise entre les deux, à savoir que c'est pas parce que le pH va être inférieur à 1,3 que la forme acide va être prédominante sur la forme basique du couple. Il y a une zone grise qui se situe entre pKa plus ou moins 1. Donc ici, on a 1,3 et entre 2,3 et 0,3, pour cet exemple-là, on sait que les deux espèces vont coexister dans des concentrations qui vont être comparables. Quand on dépasse pKa plus 1, la forme basique est prédominante. Quand on est inférieur à pKa moins 1, c'est la forme acide qui est prédominante. Entre les deux, les deux concentrations sont comparables. Là, dans le texte, alors ici, comme on est à pH 1,5, donc on va se mettre à 1,5, c'est-à-dire ici, à 1,5, on est dans la zone comprise entre pKa-1 et pKa plus 1. Donc du coup, les deux formes coexistent et sont comparables en termes de concentration. Donc là, ça ne colle pas à la réponse attendue. Parce que dans la réponse attendue, il y a le singulier est employé. La forme acide qui prédomine. Donc du coup on va suivre bêtement le diagramme de prédominance en disant que, et même si ce n'est pas tout à fait exact, comme on est à un pH supérieur à 1,3, c'est la forme AH- de l'acide oxalique qui prédomine. Alors moi je détaille un petit peu en vous disant que voilà, il faut être un petit peu plus rigoureux que ça. Là on s'adapte au sujet, mais il peut y avoir un sujet où justement on se mettra dans une situation où il faudra faire attention par rapport à cette zone de pKa plus ou moins 1. Alors on y va, on rédige la réponse telle qu'elle est attendue. Donc là on répond à la question 4. Voilà, ça c'était la... J'avais pas noté je crois, c'est la question 3 ça en fait. Et donc ça c'est la question 4. On répond donc à la question 4. pHI est supérieur à pKa 1, donc l'espèce prédominante est AH-, soit si vous voulez le détailler, vous reprenez votre symbolisme d'écriture que l'on a choisi au départ, celui-ci. À l'aide d'un programme informatique, il est possible de tracer l'évolution des quantités de matière des différentes formes de l'acide oxalique au cours du titrage. Donc voici la représentation, figure 2, attribuée en justifiant les courbes N1, N2 et N3 de l'acide oxalique. Alors là, on est face à une situation, on va dire, pas évidente, parce que souvent on représente des pourcentages d'espèces chimiques. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc c'est un petit peu nouveau, donc il faut s'adapter. Alors, bon, après, il suffit de décortiquer le graphique et on va voir que c'est pas très compliqué. Déjà, on peut commencer par le plus simple. On voit déjà que
pour des pH très basiques, c'est-à-dire quand on est en fin de titrage, l'espèce qui va prédominer, bah, c'est A2-, quand on sera sur des pH élevés. Donc il suffit de regarder sur les trois courbes laquelle qui présente une quantité de matière abondante, très importante pour des pH élevés, et on voit que c'est la courbe numéro 3. Donc la courbe numéro 3, déjà, la courbe numéro 3, on peut l'identifier à A2-. Alors maintenant, là, il va falloir un petit peu plus décortiquer, c'est pour N1 et N2. Parce qu'au départ, sur des pH relativement faibles, les quantités sont très proches l'une de l'autre. Et là, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'on voit bien qu'on est à un pH de 1,5 et qu'à 1,3, les quantités sont identiques. Donc on a un petit peu plus de AH- que de AH2. C'est pour ça que la réponse à la question précédente n'est pas top, je trouve. Et ce qui nous prouve bien d'ailleurs, ce que nous prouve le graphique de la figure numéro 2. Alors par contre, comment on va s'en sortir? Toujours pareil, plus les pH augmentent, plus la forme AH2 va être minoritaire. On voit bien que pour des volumes de soude, donc d'hydroxyde de sodium, versés par exemple pour 6 ml, 6 ml de soude versée, on voit déjà qu'au bout de 6 ml de soude versée, la courbe N1 nous indique une quantité de matière de l'espèce représentée nulle. Alors que pour ce même volume, la quantité de matière de l'espèce N2 représentée est maximum. Donc, la soude étant une base, la soude fait augmenter le pH du milieu réactionnel. Donc, plus je rajoute de soude, plus je me dirige vers des pH élevés. Donc, plus la forme acide, puisqu'on parle de la forme acide et de la forme basique de ce couple-là, plus la forme acide va diminuer, et plus la forme basique du couple va augmenter. Donc là, une fois qu'on a dit ça et écrit ça sur sa copie, on voit donc que la courbe représentée par N2, c'est la forme basique du couple, et la courbe appelée N1 représente la forme acide du couple AH2, AH-. Donc ça, je ne l'écris pas, mais il faudra que vous le notiez sur votre feuille. Alors, question 6. En utilisant les figures 1 et 2, comment peut-on retrouver la valeur du pKa2? Alors là, déjà, dans ces questions-là, ce qui est bien, c'est qu'on connaît la réponse. Donc on va se débrouiller, même si on a un peu de mal dans le raisonnement, pour que ça colle. C'est-à-dire qu'on retrouve 4,2 ou 3, je me souviens plus, 4,3. Donc ça, c'est la valeur qu'on doit retrouver. Donc comment on va procéder? Déjà, on sait que quand le pH vaut le pK, la quantité de matière ou la concentration, puisque c'est la même chose, qu'on travaille dans un volume, de prise d'essai identique pour les formes acides et les formes basiques, on sait que quand pH vaut pK, donc là je suis en train de faire la question 6, donc quand pH égale pKa2, alors on sait que la concentration de la forme acide est égale à la concentration de la forme basique. Si on multiplie cette relation par le volume, on a égalité des quantités de matière. Alors, la quantité de matière, elle s'appelait 2 ici, et elle s'appelait 3 ici, dans la question d'avant. Donc, il faut qu'on se positionne à N2 égale N3. Et ça, c'est l'info qui va nous être donnée par la figure 2. Pourquoi? Parce qu'à la figure 2, on a l'évolution des quantités de matière. Donc, on regarde tout simplement quand la courbe N2 coupe la courbe N3, puisqu'elles sont à ce moment-là à des valeurs de quantité de matière identiques. Et l'abscisse qui correspond à ça, c'est 8,5 ml. Donc, on a N2 égale N3 sur la figure 2 quand le volume de soude versé est égal à 8,5 ml. On est à ce moment-là du titrage. Voilà ce que ça veut dire. Alors maintenant, on va se servir de cette information pour déterminer le pH à 8,5 sur la figure 1. Donc ce qui donne sur la figure 1 pH égale 4,3 pour V égale 8,5 ml de soude versée. Et on retrouve 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 8,5
nous demande, c'est-à-dire la valeur du pKa 2. Donc là, ici, vous voyez, il fallait faire une petite analyse, partir de quelque chose qui est une définition. À pH égale pK, on a égalité de la forme acide et de la forme basique en concentration ou en quantité de matière. On se sert de la question précédente pour justement identifier qui est qui, N2, N3. Ce sont les informations qui figurent sur la figure numéro 2. Et on en déduit donc, à partir de là, l'abscisse correspondant à cette égalité. Du coup, on se sert de la figure 1 grâce à l'information « je connais le volume » dessous de versé. Et j'ai accès au pH. Et à ce moment-là, on retrouve bien que le pH est identique au pK. Il nous reste une dernière question à faire. On nous explique que la transformation chimique est modélisée par ça, ok. Exploiter les résultats du titrage pour déterminer la concentration en masse en acide oxalique de la solution commerciale S. Donc là, on est sur quelque chose de compliqué parce que on ne vous guide pas. Il n'y a pas de petit A, de petit B, de petit C pour vous amener au résultat. Vous allez devoir faire un cheminement, un raisonnement qui n'est pas si évident que ça. Donc là, on va le faire ensemble, on va le décortiquer. Donc là, on va écrire l'équation support du titrage. Donc là, en fait, on part de l'acide, de la forme générale de l'acide oxalique. Je vais le réécrire. Donc C2H2O4. Donc ça, c'est l'acide oxalique. Plus 2HO-. Alors pourquoi 2HO-? Parce que c'est un diacide et qu'on va titrer les deux formes acides en une seule fois. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans vos études. Là, tout simplement, je vous en ai un petit peu parlé en classe, c'est que pour traiter deux acidités d'un diacide ou trois acidités d'un triacide, par exemple, il faut que l'écart de pKa soit supérieur à 4 pour pouvoir discerner donc deux sauts de pH. Là, ce n'est pas le cas, donc on va titrer les deux acidités en même temps. Et on a directement la forme basique du deuxième couple, c'est-à-dire C2O4, 2-AQ, plus 2H2. Bon, ça c'était pas demandé, hein, mais c'était pour vous remémorer les informations qu'on avait vues en classe. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? On va nous demander dans un premier temps, donc, pour trouver la réponse, le cheminement classique, c'est de se servir de la figure 1 pour déterminer le volume équivalent. Nous donne accès à VEC de HO- versé. Alors, il faut regarder sur le graphique. Et, alors, c'est pas facile, hein, parce que c'est pas très précis. Mais pour y arriver, donc là, je n'ai pas de quoi vous vidéo projeter hein, la figure 1, mais il faut le faire avec la méthode des tangentes. Alors, on trouve 10,6 avec la méthode des tangentes. Alors vous savez que cette méthode, faut l'utiliser vraiment quand on n'a pas le choix, en dernier recours, parce que c'est une technique qui marche dans des situations bien précises, et là on n'y est pas. Hein. On n'y est pas. Normalement, théoriquement, on n'a pas le droit de l'appliquer. Je vous rappelle qu'on a vu ensemble que la méthode des tangentes ne s'applique, alors je vais la dessiner très vite ici, la méthode des tangentes. Hein. Donc la méthode des tangentes ne s'applique que sur un titrage acide fort, base forte, et à condition de pouvoir négliger l'effet de dilution au cours du titrage. Donc ce sont des deux conditions nécessaires pour pouvoir faire ce genre de tracé. Donc là, je sors du cadre de la correction, hein, c'est juste pour expliquer ce que je ne peux pas tracer. Donc la première des choses à faire, c'est de tracer en un point de la courbe, situé juste après l'équivalence, une première tangente. Voilà. Ensuite, puisque je n'ai pas une équerre, vous prenez donc la perpendiculaire à cette tangente et vous faites suivre avec votre règle une deuxième tangente parallèle à la première en un deuxième point de la courbe.
Donc là, moi, je vais me servir de ma première tangente comme d'un guide. Voilà. Et là, vous avez une deuxième tangente à la courbe. On a un deuxième point de la courbe situé, lui, avant le volume équivalent. Ensuite, vous prenez votre équerre et vous tracez la perpendiculaire aux tangentes. Et vous en tracez, et vous tracez la médiatrice du segment que vous venez de former. Donc la médiatrice, c'est la droite perpendiculaire qui passe par le milieu du segment. Comme on dit, parallèle aux deux autres. Voilà. Et l'intersection de cette médiatrice avec la courbe nous donne le point E, le point d'équivalence. Il nous suffit après de retrouver l'abscisse équivalente de ce point E, c'est le volume équivalent que l'on recherche. Donc voilà, on a refait ensemble la technique de la méthode des tangentes. Là, on n'a pas le choix, on est obligé de la faire. Donc ça, c'est ce que vous êtes censé faire sur votre copie. Et le volume équivalent que l'on trouve avec cette technique vaut 10,6 ml. Bien. Alors maintenant qu'on a fait ça, on a la donnée qui nous manquait en fait. Parce que la deuxième étape, donc, c'est de trouver, grâce à la relation de stoichiométrie observée à l'équivalence, la quantité de matière représentant le réactif titré, c'est-à-dire l'acide oxalique. Donc première étape, j'ai envie de dire, déterminer le volume équivalent. Deuxième étape, utiliser la relation de stoichiométrie. À l'équivalence. Alors qu'est-ce qu'on a à l'équivalence? On a N, alors N titré c'est l'acide oxalique, que je vais appeler acide oxalique, divisé par le coefficient stoichiométrique qui est devant lui, c'est-à-dire 1, qui est égal à la quantité de matière de titrant, c'est-à-dire H-, divisé par 2. Alors du coup, moi, ce que je veux comme info, c'est la quantité de matière d'acide oxalique. C'est égal à la quantité de matière de titrant divisé par 2. Et la quantité de matière de titrant versée, c'est la concentration à laquelle il se trouve, notée C, multiplié par le volume équivalent versé. Le tout divisé par 2. Alors on fait le calcul. Et on trouve 1,0 fois 10 puissance moins 1. Ça, c'est la valeur de la concentration que j'ai dû effacer en hydroxyde de sodium, multiplié par 10,6 fois 10 puissance moins 3. Et le tout divisé par 2. Alors, ça fait 5,3. Alors, le volume équivalent, je vérifie quand même que j'avais bien, ouais. Ça fait 5,3. On divise ça par 2, 10 puissance, moins 4 mol. Alors, comme l'objectif, par rapport au tableau qu'on a au départ, c'est d'avoir une concentration massique, pour avoir une concentration massique, on a besoin d'une masse et d'un volume. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à cette masse et à ce volume? Grâce à la quantité de matière qu'on a ici, on va pouvoir la convertir en masse. Et puis ensuite, le volume, c'était la prise d'essai, c'était 20 ml, donc on aura notre concentration massique. Ça va aller relativement vite. Soit la masse d'acide oxalique présente dans notre prise d'essai, c'est égal à la quantité de matière d'acide oxalique fois la masse moléculaire d'acide oxalique. Et ça, cette info, on l'a ici. Donc ça fait 5,3 fois 10 puissance moins 4 fois 126 grammes par mol. Alors j'ai dû faire le calcul. Ça fait 6,810-2 grammes. Donc ça c'est la masse.
Donc pour calculer la concentration massique, conjonction de coordination, donc la concentration massique en acide oxalique, c'est la masse d'acide oxalique, divisé par le volume de la prise d'essai. On incarne la formule, on fait le calcul, ça fait 6,8 fois 10 puissance moins 2 grammes, divisé par le volume de la prise d'essai, c'est-à-dire 20 millilitres. C'est-à-dire 6,8 10 moins 2 grammes divisé par 20 fois 10 puissance moins 3 litres. Donc là, ça fait, il suffit de diviser par 2, ça fait 3,4 grammes par litre. Et là, on est dans S1, c'est-à-dire dans la solution diluée. Or, comme la solution S étudiée originalement a été diluée 10 fois, on peut donc en conclure ce qui représente, alors je vais l'écrire ici parce que j'ai plus de place, ce qui représente une concentration massique dans S d'acide oxalique égale à 10 fois celle qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 34 grammes par litre dans S. Alors maintenant, on va revenir à notre tableau qui est présent initialement dans le sujet. Et rappelez-vous ce qu'on s'était dit. On s'était dit que l'objectif, c'était d'atteindre la deuxième colonne qui est à 35 grammes dans un litre, donc 35 grammes par litre. Donc de votre conclusion que vous devrez rédiger, c'est que la solution S donc, que l'on a correspond bien à une utilisation favorable pour un traitement des varroa, puisque à 34 grammes par litre, l'efficacité est bonne et la tolérance des abeilles est correcte. Donc c'était l'objectif, que ce soit supporté par les abeilles et que ça soit suffisamment efficace contre le nuisible. Voilà, donc on a corrigé cet exercice.